Écrire des histoires, écrire son histoire, pour la documenter, laisser une trace indélébile. La littérature est importante pour toute société. Elle l'est d'autant plus pour nos sociétés qui ont trop longtemps été racontées par des narrateurs venus d'ailleurs. Mais quelle est la place aujourd'hui des femmes dans la littérature ivoirienne, dans la littérature africaine, quand on sait qu'il s'agit de la frange démographique qui est la plus sujette à l'analphabétisme, Alors la littérature et les femmes, c'est le sujet de ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Surtout restez avec nous, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Les Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler sur NCI. Bonjour les filles, comment ça va? Hello, bien et toi? Ça va, ça va Très bien. Déjà Aurélie, bon je me sens un petit peu seule de mon côté. Ouais, j'en vois ça. Vu l'absence de Kadi, à qui on souhaite un prompt rétablissement voilà, aujourd'hui. Comment ça va? Vous êtes en forme? Ouais. Comme un début de semaine, quoi. Mais c'est bien, il faut commencer justement en forme. Et moi, je suis d'autant plus contente qu'on parle de littérature aujourd'hui. Exactement. Alors, on parle de littérature, on va parler du secteur en général et de la place surtout des femmes dans la littérature africaine, dans la littérature ivoirienne en particulier. Et je pense qu'avant de commencer à investiguer donc leur statut, leur implication, on va commencer par parler de notre rapport aux écritures féminines. Est-ce que vous lisez des auteurs, des autrices féminines africaines? Alors, j'avoue que plutôt durant mon adolescence, j'ai beaucoup été bercée par les romans de Stephen King, donc, qui est un homme. Néanmoins, il faut, à l'école, comme tout le monde, on a quand même lu les romans de Mariam Abba. Et plus récemment, je m'intéresse aussi aux œuvres de Anzana Ouattara ou Marguerite Aboué, donc, qui sont quand même des écrivaines avec une écriture assez spéciale, intéressante, mais... Ouais. Voilà, c'est toujours dans ce même contexte d'histoire. Bah oui, totalement. J'aime beaucoup Regina Yaou, Fatou Keïta, Mariam Abba, Anzata Ouattara. Je lis beaucoup. Toi, c'est une grande lectrice. Et surtout les histoires qu'elle raconte, c'est vraiment propre à nous. Ouais. On lit notre histoire et pas celle d'autres peuples ou d'autres personnes. Donc c'est d'autant plus intéressant. On apprend à se connaître, on apprend à connaître sa culture. Et puis c'est vraiment de grandes écrivaines que je respecte beaucoup. Donc, écoute, je te rejoins tout à fait parce que moi, personnellement, vu que j'étais éduquée dans le système français, j'ai beaucoup lu Jean-Paul Sartre, Molière, en termes de théâtre, tous les grands auteurs français. Et Dieu merci, j'ai une famille quand même qui est très africaine et très panafricaniste. Et mon grand-père, qui était un grand lecteur, un grand littéraire, m'a enseigné donc ces auteurs africains, dont des auteurs à la fois francophones et anglophones du continent. Et après, moi, j'ai fait cette démarche en étant plus âgée. Et j'ai commencé aussi à lire donc, plus de femmes écrivaines africaines ou afrodescendantes. Et l'une de mes préférées aujourd'hui est c'est la préférée de beaucoup de personnes, c'est Chimamanda Ngozi Adichie, donc la Nigériane qui elle aussi pète les scores, tout le monde adore ce qu'elle fait, mais j'adore comme toi Mariam Abba également. Donc on va voir les filles si les autres Ivoiriens vous rejoignent sur la question de la lecture d'œuvres féminines dans ce micro-trottoir qu'on va regarder tout de suite. Oui, j'ai déjà lu un ouvrage. Et ce pouvoir, c'était Douleur intime de Fatou Diomondi. Non. Je ne connais pas également d'écrivaine. Bien sûr, je connais une écrivaine ivoirienne du nom de Anzata Ouattara. Voilà. Est-ce que tu as déjà lu également une œuvre comme ça? Pas vraiment. Mais j'ai déjà entendu parler de Anzata Ouattara, écrivaine ivoirienne. Non, franchement non. Bon, il ne m'intéresse pas trop aux écrivains femmes, quoi. Garçons seulement. Bon voilà, le verdict est sans appel. Ouais.
Moi, je m'y attendais quand même. Oui. Au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, et qui sont honnêtes, qui disent qu'ils ne lisent pas beaucoup. Mais ça ne les intéresse pas. J'avoue, on a perdu un petit peu le goût de la lecture. On va en parler dans l'émission tout à l'heure. Parce qu'il y a tellement de choses il y a trop de distractions, je veux dire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les trucs, comment on appelle les VOD, les plateformes de VOD. Franchement... C'est vrai qu'Internet n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas forcément. Ouais. Si on n'a pas la culture de la lecture à la base, aujourd'hui, c'est encore plus difficile de s'intéresser à la lecture. On va prendre 1 heure, 2 heures pour lire un livre, alors qu'il suffit de scroller sur son téléphone. Et ça, tu sais, ça touche tout le monde. Même nous, on n'est pas exemptés. Parce que finalement, moi, j'ai grandi en lisant. J'aime lire, mais c'est vrai que je suis beaucoup moins focus et concentrée sur un bouquin de A à Z. Quoi. Ouais. Mais moi, je dis souvent à mes amis, par exemple, essayez de lire un chapitre par jour. Par jour, oui. Voilà, c'est plus simple. C'est la discipline. En fait. Voilà, tout à fait. On se dit, on lit un chapitre et peut-être en un mois, peut-être moins, on finit un livre. Quoi. Ouais. Tu as raison. Exactement. Bon, écoutez, les filles, on va accueillir tout de suite en plateau nos invités du jour qui vont nous aider à parler donc de la place de la femme dans la littérature ivoirienne et africaine. On va accueillir tout de suite en plateau donc Florence Mao qui va nous rejoindre, écrivaine. Nous avons également parmi nous Marie-Bernard Aboua, présidente de l'ONG au service du livre, et Tan Anne Kwaku, propriétaire d'une bibliothèque en ligne. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Bienvenue dans Les Femmes d'ici. Merci. Alors écoutez, pour planter le décor, la première question qui nous vient en tête, en tout cas à toutes, c'est pourquoi est-ce que les femmes, dans la littérature, la femme n'est pas, comment je dirais, elles ont souvent été absentes de la littérature, surtout en Afrique, et en Côte d'Ivoire en particulier. Tout à fait. Dites-nous, pourquoi? Ah oui, ben, je peux me lancer. Oui, allez-y, je vous en prie. Voilà, je suis Marie-Bernard Aboua, je suis responsable d'un centre de lecture. Les femmes, elles ont été souvent absentes en Afrique, surtout chez nous aussi en Côte d'Ivoire, mais parce que, au fil du temps, avec les fonctions qu'elles occupent, ça s'amenuise, la lecture s'amenuise, le temps de lecture diminue. Et donc, on n'a plus ce temps-là de faire la lecture à son enfant, ou bien de lui lire un petit bouquin. Et c'est cela qui a entraîné un peu ce déclin, on va dire, du livre. Donc vous pensez qu'il y a eu qu'à un moment dans l'histoire, elles avaient une place et qu'elles l'ont perdue? Exactement, oui. Vous partagez cet avis, Tan? Moi, je dirais que c'est plutôt... ça a commencé plus avec le début de la mentalité un peu en griffe africaine, où les femmes n'avaient pas le même niveau. On mettait les femmes plus au second plan. La femme, c'est la cuisine, la femme, c'est le foyer. Donc, les femmes n'ont pas été amenées plus tôt dans le cursus scolaire. Donc, du coup, celles qui ont pu accéder à ce cursus scolaire ont su se démarquer. Il y a des dames qui ont, comme Madeleine, comment elle s'appelle là? J'ai oublié son nom. La dame de FIFA, c'était une des présidentes qui a instauré la révolution des femmes en Côte d'Ivoire. Elle était dans le même... dans la même tranche, la même génération avec Madame Hortense Akangui, son âme. Donc ces dames-là, c'était des pionnières. Donc elles ont su se démarquer et Madeleine Chikaya. Voilà, c'était ça son nom. Donc elles ont su se démarquer, mais c'était pas évident. Elles ont su se démarquer, mais c'était pas évident parce que le concept ou bien le contour n'était pas vraiment facile. Voilà. Florence. Ok, moi je partage l'avis de ma maman, mais j'aimerais ajouter quelque chose, c'est-à-dire que c'est vrai que les femmes sont marginalisées de nos jours, mais si on les laissait s'exprimer dans l'écriture, à travers les livres, je crois que nous les enfants et aussi la société pourraient aussi connaître ce qu'on appelle un développement. Donc pour moi, je soutiens le fait que les mamans, les femmes aussi doivent... plutôt se lancer dans l'écriture, se lancer dans les livres. Et Florence, vous êtes une très très jeune écrivaine, justement, on va vous entendre nous expliquer comment ça a commencé tout ça dans quelques instants. On va d'abord regarder un petit reportage préparé par Karine Cassi et qui, justement, fait un petit état des lieux de la littérature en Côte d'Ivoire. À 15 ans à peine, elle est déjà l'auteure de 13 œuvres littéraires, dont 2 publiées en décembre 2020.
Lorsque Esli se met à l'écriture, son intention est pourtant d'embrasser une carrière de cinéaste. Mais les choses prennent tout naturellement une autre tournure. Je l'ai montré à mes camarades élèves qui appréciaient même cela. Ils m'ont même demandé de publier, de les mettre à l'œuvre. Mais bon, je ne voyais pas la valeur de tout ça. Mais comme mon père l'a appris, il a décidé de le faire lui-même. Et cela m'a rendu vraiment fière de moi. En classe de première, la jeune écrivaine fait la fierté de son école, à commencer par son directeur. Là, je suis venue dédicacer les œuvres littéraires de mon directeur. C'est ça. Directeur qui était professeur avant. Oui, monsieur. Avec plaisir. Je pense que c'est un sentiment de joie. Et comme je le dis souvent, c'est dans ces moments-là que vous êtes fier d'être directeur d'un établissement. Parce que c'est une chance d'avoir quelqu'un de la trempe de Mao qui a ce talent-là, qu'elle met à la disposition de la nation ivoirienne. Ce matin, Esli se rend à la librairie qui accueille ses livres. Une première depuis la parution de ses 2 premiers ouvrages. Dans mon étymologie, je suis une fille qui aime beaucoup se créer un autre monde. J'ai décidé de créer mon monde dans les livres et voici ce que j'ai fait. Ce sont mes œuvres maintenant. Je suis déjà rentrée dans le monde de l'écriture et je crois que je ne peux plus en sortir. C'est déjà signé sur mon front, je peux dire. Ici, dans la commune de la Riviera, Bernard organise des ateliers de lecture suivis de débats pour enfants. L'occasion aussi de promouvoir les œuvres d'auteurs et d'autrices. Depuis 2015, nous avons lancé le centre de lecture pour enfants dans le but d'aider les enfants à aimer le livre et la lecture, mais surtout de faire la promotion du livre chez eux. Nous travaillons, on va dire, spécialement qu'avec les femmes écrivaines, parce que ce sont elles qui sont les plus sensibles à la promotion du livre et ce sont elles qui sont les plus sensibles à donner le goût du livre aux enfants. La première écrivaine ivoirienne, Simone Kaya, se fait connaître du grand public à travers son recueil emblématique, Les danseuses d'Impeya, en 1976. On est très contente. Personnellement, je suis très émue de voir Florence au nombre des autrices en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et j'ai une petite question. À quel moment tu t'es dit que tu devais écrire et pourquoi? Au début, j'écrivais parce que je voulais travailler dans le cinéma. Je voulais être une actrice comme ma chère maman. Oui. Et là, j'écrivais la plupart du temps en classe. Donc, ce qui faisait que mes camarades avaient la possibilité de commenter ce que je faisais. Et par leur encouragement, ça m'a encore plus motivée, mais je le faisais dans le secret. Et quand papa a appris par le biais de ma petite sœur que je suis écrivaine, il a décidé de faire sortir ces œuvres-là. Et moi, ça a été une fierté pour moi parce qu'au début, moi, je ne voyais pas la valeur de ce que je faisais. Et pour moi, si papa le voyait ou maman voyait ça, ça allait créer peut-être un problème au niveau de mes études. Donc, le voir me dit, ma fille, tu as bien fait, donne-moi, je vais éditer tout ça. Mais ça a été une grande fierté pour moi et cela m'a encore plus motivée à écrire plus. Et jusque-là, j'ai 13 œuvres littéraires à mon actif. Incroyable, ainsi jeune. C'est bien. Incroyable. Alors, Marie-Bernard, on vous a vu dans ce reportage donc, parler de votre activité. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir de si jeunes autrices Je voulais rebondir justement sur ce qu'elle a dit. Vous voyez, ça vient de papa et maman. Donc, il y a le déclic. Il faut que les parents essaient d'encourager. Pas essayer, ils encouragent. C'est un peu comme quand ton enfant part le matin quelque part à l'école, il faut lui donner sa bénédiction. Donc, c'est aussi ça, de découvrir les talents de leurs enfants et de les y accompagner. Il faut les encourager. Voilà, il faut les motiver à aller de l'avant. Les enfants sont capables. Elle a dit, c'est quand son père a découvert, elle avait peur, mais quand son père a découvert ce qu'elle faisait, il a encouragé, ça l'a motivée. Et elle a fait boum. Et c'est ça. Donc, le centre de lecture, justement, a pour but d'éveiller ces petits-enfants-là, d'éclore le talent et de dire aux parents, ben tiens, ils sont tout petits, mais c'est des génies.
Alors, c'est vrai que la littérature, de manière générale, on dit souvent, c'est la façon dont qu'on a, c'est une des expressions de notre identité. On est d'accord. Et très souvent, et pendant longtemps, l'histoire africaine a été un peu définie par l'histoire coloniale. Donc, en dehors même des sujets africains. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les choses ont changé, qu'on a vraiment pris une indépendance même au niveau de notre potentiel littéraire? Est-ce qu'on est dans une bonne passe de la littérature africaine indépendante? Oui, je pense. Hein? Oui, moi je pense bien. Oui, parce que les femmes se sont valorisées. Elles ont accepté la place qui leur est due et elles le prennent bien. Oui. Parce qu'il y a plein d'auteurs, autant femmes, féminines que masculines. Tout à fait. Donc le paysage littéraire en Côte d'Ivoire, je peux dire, n'est pas lésé. D'accord. Voilà. Mais vous ne pensez pas que les auteurs ivoiriens sont un peu plus connus ou mieux connus que les autrices ivoiriennes? Je comprends pas. Oui. Est-ce qu'on n'a pas tendance à connaître plus les hommes qui écrivent que les femmes? Que les femmes, bon... Non. C'est relatif. C'est relatif par rapport au milieu de chacun. Parce que pour quelqu'un... De la sensibilité aussi. De la sensibilité. Par exemple, à l'école, il y a plus d'œuvres d'auteurs masculins que féminines. Oui, que d'auteurs féminines, voilà, qui sont en programme. Donc ça part aussi de là. Est-ce qu'on met les femmes en valeur à l'école? Est-ce qu'on apprend aux enfants? Il y a aussi des femmes qui écrivent très bien d'ailleurs. C'est ça au programme cette année. Vous lisez... Oui, c'est pas faux. Voilà, donc, oui, mais moi je pense qu'elles ont trouvé la lucarne. Elles ont trouvé comment pallier à cela. Elles ont même une journée dédiée aux femmes écrivaines. Donc le 8 mars, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, la section femmes, elles initient un peu cette journée-là dédiée qu'aux écrivaines femmes, en fait. Moi, voilà. D'accord. Donc ça serait très bien aussi que vous les invitiez. Parce que de plus en plus maintenant, elles essaient de prendre leur place, comme l'a dit Anne, hein, de faire bouger un peu les lignes. Oui. Voilà. Alors, quels sont les challenges quand même principaux qu'on rencontre dans ce secteur, donc dans la littérature, quand on veut se lancer dans l'écriture, peut-être en matière d'édition, de publication et puis de revenus aussi? Avez-vous des informations concrètes à nous donner? Pour avoir travaillé dans une maison d'édition, je pourrais dire que l'édition en Côte d'Ivoire se présente de deux manières. Soit c'est à compte d'auteur, soit c'est à compte d'éditeur. À compte d'auteur, ça veut dire que c'est l'auteur qui préfinance l'impression de ses livres, la promotion, et puis l'éditeur, il ne fait que mettre son logo, et puis pour que ça puisse, le logo et puis les codes, pour que ça puisse passer facilement dans les librairies. C'est ça. À compte d'auteur, ça c'est vraiment les grandes maisons d'édition qui le font, mais bon. Quand elles le font, c'est la maison d'édition qui se charge de tout. Et de la distribution. Et de la distribution. Et l'auteur est invité généralement pour des dédicaces ou bien pour des salons, pour faire la promotion de son livre, ou bien quand il y a des activités dans des écoles, dans des établissements scolaires. D'accord. Donc là, c'est... En fait, l'idéal serait que ça soit... Mais c'est quel schéma qui est le plus fréquent en Côte d'Ivoire? C'est le premier? C'est le premier qui est plus fréquent. Parce que, bon, je peux dire, après 2000, les années 2000, il y a eu un essor, une floraison de toutes les maisons d'édition, de nombreuses maisons d'édition. Donc, je peux dire, depuis les 5 dernières années, il y a beaucoup de maisons d'édition, jeunes maisons d'édition. Donc, pour pouvoir avoir le financement pour promouvoir ou bien... lancer les autres, c'est qu'on a. Il faut avoir les moyens pour le faire, pas seulement la volonté. Donc, c'est un peu ça. En termes de rentabilité, est-ce que c'est aujourd'hui possible de vivre de son art? Est-ce que être écrivain permet de, comme on dit, subvenir à ses besoins? Oui. Bon, Regina Yaou, je sais qu'elle était carrément auteure, paix à son âme. Elle était carrément auteure, elle vivait de ça. Et Isaïe Biton aussi. Bon, c'est un homme, mais lui aussi, il est carrément auteur et il vit carrément de ce tas-là. Mais il ne faut pas oublier que c'est des pionniers, des vrais pionniers dans la littérature ivoirienne, quoi. Voilà. Donc, c'est Marie-Bernard, vous voulez dire mais quelque je chose? pense aussi qu'on peut vivre de son art. Si je prends mon cas un peu, hormis, je veux dire, c'est grâce aux livres que je rencontre des personnalités. C'est grâce aux livres que j'accède à certains milieux.
Et donc, qui dit, quand tu rencontres, par exemple, une sommité, quand tu rencontres, par exemple, la Fondation MTN, qui te dit, ben tiens, tu sillonnes les villages à installer des bibliothèques, ben tiens, je me dis, ben tiens, c'est grâce au livre. Oui. Et donc grâce ça crée au livre, d'autres opportunités. Voilà, ça crée des opportunités, voilà. Merci pour le mot. Et donc, qui dit forcément opportunité, dit un peu espèce sonnante. Un peu. Voilà. Absolument. Alors vous êtes très jeune, peut-être que c'est pas quelque chose que vous voyez comme une carrière, mais est-ce que vous l'imaginez aussi comme un plan de carrière? Moi, je ne comptais pas le faire, je ne voyais pas ça comme ça. Mais je crois que je vais faire de cela aussi un métier. Oui. Et autrement, je vais à l'école pour être magistrat. Si Dieu me le permet, c'est ce que je compte faire pour défendre peut-être des femmes aussi. D'accord. Toujours avec la mission d'écrire. Du coup, le cinéma, il est passé à côté. Hein. Mais toujours être scénariste, hein, vous savez, ça fait partie aussi de la... Oui, autre que ça, je compte aussi avoir d'autres entreprises. Mais je compte aussi... Multidimensionnel. Ce livre-là peut être inscrit aussi pour le cinéma. Absolument. Il y a un livre qui est là. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre? Couleur de vie, c'est l'une des œuvres qui a été éditées. Oui. Parce qu'il y a un autre, Sublime Destinée, mais Couleur de vie, c'est une histoire. Lorsque j'écrivais, en fait, j'avais les larmes aux yeux. Je sais pas, mais j'avais l'impression d'être même la fille qui vivait, ce personnage-là. Donc, en moins de 2 mois, je crois, j'ai pu terminer le livre parce que l'inspiration était vraiment grande. Et j'ai pu terminer. Par la grâce de Dieu, je remercie toujours Dieu pour cela. J'ai pu éditer ce livre. Florence, on va continuer à parler de votre livre, de vos autres ouvrages et de votre processus littéraire dans quelques instants. On se retrouve tout de suite, juste après une courte page de pub. Surtout, ne bougez pas. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Les Femmes d'ici sur NCI. On parle de femmes et de littérature en compagnie de nos 3 invités. Marie-Bernard Abois, présidente de l'ONG Au Service du Livre. Tan Anh Kwaku, vous êtes propriétaire d'une librairie en ligne. Et Florence Mao Essim, très jeune écrivaine et auteure de 13 livres, c'est ça? Oui. Incroyable. Alors, juste avant que nous partions en pub, vous nous parliez de votre processus pour votre premier ouvrage. Est-ce que c'est toujours de la même manière que vous fonctionnez et que vous trouvez l'inspiration? Oui, c'est de la même manière. Je devrais dire que avant que je ne commence à écrire une œuvre, je dois d'abord connaître le début et la fin, comment elle commence et comment le livre doit se terminer, l'histoire doit se terminer. Et donc, c'est très facile pour moi de pouvoir m'introduire dans l'histoire et créer mes personnages. Mais vous avez beaucoup remarqué que dans mes œuvres littéraires, je parle beaucoup des femmes. Parce que d'abord, je suis une fille. Voilà. C'est ce qui vous touche. Seigneur, tout honneur. C'est ça. Et c'est toujours des personnages féminins qui sont centraux. Bon, ces derniers temps, on a critiqué ce petit côté-là, donc j'essaie de revoir. Voilà. J'essaie de revoir, donc j'apprends à être un peu masculin dans mes œuvres. Voilà. Les acteurs principaux? Oui, les acteurs principaux. Mais ça parle de quoi, généralement? C'est destiné à quelle tranche à quel niveau? Tan Anh s'intéresse, peut-être qu'elle va vous publier dans sa librairie. Oui, c'est possible. Oui. Couleur de vie et Sublime Destinée, c'est la même tonalité. Ça parle d'abord, Couleur de vie, c'est une jeune fille qui a perdu et le père et la mère. Elle n'avait plus de référence parce que la famille des parents l'ont rejetée, elle et son petit frère. Elle a aussi eu comme refuge sa camarade qui plus tard l'a rejetée parce qu'elle était tombée enceinte suite à un viol. Mais par la grâce de Dieu, dans sa prière, dans son honnêteté, elle est tombée sur de bonnes personnes, des personnes de bonne volonté qui ont décidé de l'aider et a réussi sa vie. Et plus qu'elle voulait être médecin, grâce à eux, elle a réussi à faire ce qu'elle voulait. Elle a réussi à devenir médecin. Et grâce à Dieu aussi, c'est ceux qui l'avaient rejetée sont venus se prosterner devant elle, c'est-à-dire ils ont été humiliés à cause de tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est tout ce que je mettais dans Couleur de vie. Sublime Destinée aussi, c'est la même chose, mais une grande différence. Là, c'est la jeune fille qui a été rejetée par son père à cause de sa marâtre.
Et celle-ci, dans sa persévérance et dans l'éducation spirituelle qu'elle a reçue, elle a su se focaliser et avoir une référence. Et grâce à Dieu aussi, elle est devenue une grande personne. Et plus que ses parents étaient dans la pauvreté, à son retour de l'Occident, elle a renouvelé leur vie et tout est redevenu normal. C'est vraiment des histoires de dames, de femmes. Il y a beaucoup de thèmes de souffrance et surtout de résilience. Je vais y arriver. De résilience et en gros, face à l'adversité, si je me trompe pas. Quelle œuvre a, selon vous, Marie Bernard, marqué l'histoire littéraire ivoirienne? Moi, l'œuvre qui m'a marqué. Voilà, qui vous a marqué ou qui même a marqué un tournant dans l'histoire littéraire ivoirienne. Féminine en particulier. Féminine. Je veux dire, moi, l'histoire qui m'a marquée, c'est un peu l'histoire de une vie de... je veux dire, une écrivaine ivoirienne, hein, vous voulez dire? Oui. Une œuvre ivoirienne. Oui. C'est Bernard Dadier. C'est lui qui m'a inspiré le plus, avec ses poèmes. Surtout quand il parle de « Je vous remercie, mon Dieu ». C'est un cantique pour moi. D'accord. Voilà, où il fait l'apologie de la couleur noire. Mais c'est pas plutôt la couleur qu'il faut voir, mais c'est les racines africaines, nos racines, de se forger dans nos racines, de prendre appui pour rebondir ou bien pour faire face à l'adversité dont vous parlez. C'est un peu cela pour moi, de repartir toujours aux sources. Faire allusion à ses parents, à son humanité, à son africanité un peu. Alors justement, en parlant de racines et de tradition, la tradition africaine est par essence orale, n'est-ce pas? On a tendance à se raconter des histoires autour de l'arbre. Dans les villages, ça se fait toujours, même si dans les villes, beaucoup moins. Est-ce que c'est quelque part un frein au fait de documenter et d'écrire l'histoire et du coup de conserver la mémoire? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des manières d'adapter la tradition orale pour qu'elle puisse être pérenne, qu'elle continue à se transmettre de génération en génération? L'idéal, je pense que c'est de transcrire. Parce que les écrits restent, la parole s'envole, comme on a toujours dit. Donc, même dans nos traditions, les tam-tam parleurs, en principe, ça a des significations. Mais souvent, les détenteurs de ces secrets-là, ils n'arrivent pas à transmettre ça à la nouvelle génération. Donc, souvent, d'autres meurent avec. Donc, ça fait des pertes pour l'Afrique, parce qu'il y a certaines informations qui nous ont été... On a beaucoup coutume de dire que quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle, parce qu'ils sont riches de savoir et malheureusement, ils partent avec sans forcément transmettre. Donc je pense que la jeune génération qui va à l'écoute de ces histoires-là devrait, elle, retranscrire. Voilà, tout à fait. Alors, justement, pensez-vous qu'à l'ère du digital, la littérature, est-ce qu'elle s'efface un petit peu au profit de tout ce que dit réseaux sociaux, ou est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont un tremplin pour, on va dire, pérenniser la littérature? Quel est votre avis à ce sujet? Moi, je pense que c'est vrai. Le digital commence à prendre de l'ampleur, mais nous, chez nous, à l'espace de lecture, on a une astuce. On essaie d'intéresser les petits-enfants à travers tout ce qu'ils aiment. Oui. Donc, on leur demande, on les met en compétition, mais en compétition saine pour eux. On leur demande plus d'écrire ce qu'ils ont lu, de faire des résumés. Donc, il y a le chocolat qui est là, il y a le yaourt qui est là, et donc ça fait l'appât. Donc, quand le petit enfant qui voit le chocolat, qui voit le yaourt, se dit « tiens, ça m'intéresse », il se met à écrire. Donc, dès qu'il a son œuvre, après avoir fini de lire, il fait le résumé, et puis on lui donne. Du coup, on essaie de les éloigner un tant soit peu du digital, du numérique. Voilà. Et ça commence petit à petit à prendre. C'est très bien. Voilà. Il faut une démarche assez... Il faut une démarche, et je tiens à dire que cette méthode-là fonctionne parce que j'ai un professeur qui nous faisait faire ça. Très bien. Vous finissez de lire une œuvre, peu importe laquelle, vous faites un résumé et quand vous veniez, vous avez un moment, vous avez un plaisir. Mais après, tu as grandi à une époque où il n'y avait pas des écrans partout, un téléphone et un iPad. On est carrément envahi par les réseaux. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Alors, Anne, qu'est-ce que vous moi, je pense que les deux ont leur place. Parce que moi, c'est à travers le digital que j'ai pu mettre ma librairie en ligne. Exactement. On propose des livres physiques pour des personnes qui sont dans des situations à avoir accès aux livres, soit les heures de travail, ou bien ils sont dans une zone où il n'y a pas de librairie. Il suffit juste de demander « Ah, je veux tel livre ». Nous, on vous propose le livre au prix public et puis on vous fait
on vous fait la livraison. Sans plus, quoi. C'est ça. Très bien. Maintenant, dans le concept d'instaurer, de redonner l'amour de la lecture, moi, je pense que c'est d'amener les livres vers les les gens. vers les lecteurs. Exactement. Ne plus attendre que les lecteurs viennent en librairie. On avait fait une petite expérience pendant un moment. C'est que quand il y a la sortie d'un nouveau livre, il est disponible dans les librairies, mais les gens ne vont pas. Oui. Parce que oui, quand on va à la librairie, généralement, c'est à la rentrée scolaire. Il n'y a pas de pression. Mais quand on fait les activités dans les établissements scolaires, ou bien quand il y a les centres de lecture, comme pour ceux de Marie-Bernard, qu'il y a le livre au centre, Tout à fait. les enfants même s'intéressent aux livres. Que ce soit les établissements primaires ou collèges secondaires, moi, en tout cas pour ce que j'ai pu voir, ils s'intéressent aux livres. Quand c'est comme ça, maman, il y a une activité à l'école, papa, il y a une maison d'édition, il y a une librairie qui est passée à l'école, ils vont venir, les auteurs vont dédicacer. Bon, ça motive les enfants déjà. Ouais. Et le fait de se retrouver avec un auteur, la signature dans le livre, ou bien lors des salons du livre, quand c'est comme ça, les enfants ont le goût. Et puis, il n'y a rien de meilleur que quand les enfants lisent et qu'ils sont accompagnés par les parents. Ouais. Les parents ne devraient pas voir ça comme une torture, quoi. Non, faut lire et puis tu me fais le résumé. Non. Même pour faire semblant, on peut lire et puis, ici c'est chic. Voilà, on s'implique dans le... Voilà, ça encourage l'enfant à continuer. Et moi, j'ai une petite astuce à ce sujet-là. C'est que maintenant, vu que mon fils de 7 ans commence à lire, je lui dis plutôt que ce soit moi qui te lise une histoire, lis-moi l'histoire. Ah, d'accord. C'est bien, l'histoire, tu vois. Et donc, tu vois, ça le motive. Et puis, je suis là, je dis, c'est comme ça, oui, dis-moi la suite, c'est un échange. On essaye, du mieux qu'on peut, en tout cas. Alors, pour revenir à la place des femmes dans la littérature, on a un problème qui est réel dans nos sociétés en Afrique subsaharienne en particulier, c'est l'analphabétisme. Et les femmes, les jeunes filles et les femmes sont les plus sujettes à l'analphabétisme. Le taux d'illettrisme est plus élevé dans cette frange démographique. Donc finalement, est-ce qu'on ne réglerait pas mieux le problème de la présence des femmes dans la littérature si on réglait le problème de l'analphabétisme chez les femmes? Ouais. C'est un gros défi. Hein. C'est un gros défi. Et je pense que nous, je veux dire, je n'ai pas la prétention, mais je vais essayer, je veux dire, on essaie aussi, un tant soit peu, à résoudre un peu ce petit problème. On fait ce qu'on appelle des parrainages. C'est-à-dire qu'on prend par exemple Madame Aurélie Eliam, on lui dit, tiens, vous êtes marraine d'une bibliothèque, mais dans une zone reculée, je prends par exemple Divo. Et quand on part, les dames, les parents sont invités. Donc, quand ils verront Madame Aurélie Eliam, qu'on voit à la télé, pour de vrai. C'est vrai que j'ai reçu cette proposition. Voilà. Du coup, ça fait joli. Et ça a tendance à dire, tiens, écoute chérie, c'est vrai qu'on a les travaux, là, on a un grand champ, mais laissons la fille aller à l'école. Tu vois, regarde, elle peut ressembler à cette dame-là, essayons. Et comme ça marche. Ouais. Et donc, on en a fait comme ça et on a vu que le taux a tendance à diminuer. Ou diminuer, pardon. À diminuer, voilà. Et les retours, c'est meilleur. Et même encore pour les cas de grossesse. De 25 grossesses, nous sommes passés à 4 dans une zone de l'Est. Juste parce qu'on a installé une bibliothèque. Donc, je me dis, oui, parce qu'on a installé une bibliothèque et en même temps une cantine. Donc, l'un dans l'autre, parce que elles ne font plus de 10 km, 20 km à marcher, à repartir, à revenir à l'école. Donc, pour le temps où elles passent à la cantine et à la bibliothèque, ça résout un peu. Parce que là, le petit gars à côté ne peut pas lui proposer 200 francs et puis après passer à la casserole. Donc, ce sont des astuces comme ça qui aident. Bien sûr. Et puis, le problème, en fait, vous l'avez très bien expliqué, c'est qu'en zone rurale, surtout, exactement. Il y a beaucoup moins d'accès à toutes ces ressources. À toutes ces ressources, voilà. Et donc, c'est pour ça que vous faites des caravanes et que vous vous baladez un petit peu dans le pays. Exactement, voilà. D'accord. C'est bien, Vous en pensez quoi, vous, Florence, de ce problème d'analphabétisme? Parce que vous êtes jeune et vous avez peut-être eu la chance, vous êtes scolarisée, et donc ça vous a donné envie d'écrire aussi, le fait de connaître ou d'être dans ce milieu littéraire à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider d'autres jeunes filles qui ne sont pas à l'école? Qu'est-ce qui manque? Moi, j'ai appris par le biais d'un livre d'Isaïe Bitton. Il a dit qu'une femme qui est intelligente, c'est celle qui aime beaucoup lire. Et je devrais dire que la femme devrait avoir de la place d'abord
dans la société, elles devraient être plus vues, plus valorisées par la société avant de passer à... Comment je pourrais dire même? En tout cas, j'aimerais bien, ça me ferait bien plaisir de voir des camarades, des jeunes camarades qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, continuer leurs études. Même plus tard. Oui, même plus tard. Parce que je crois la dernière fois, j'ai suivi une émission, si je ne me trompe pas, sur la RTI, où ils ont montré qu'il y avait une occasion pour ceux qui ne savaient pas lire, hommes comme femmes, qui pourraient reprendre leurs études. Et moi, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a beaucoup plu. Donc, si on pouvait encore améliorer ce milieu-là pour donner l'occasion à celles qui ne savent pas lire, à ceux qui ne sont pas partis à l'école, je crois que ça aussi, ça pourrait participer à une bonne éducation au niveau des élèves et aussi de la société. Et justement, je voulais rebondir, si vous le permettez, sur ce qu'elle vient de dire, là. Et donc, ces structures comme vous voyez, NCI, imaginez un tant soit peu qu'à la Journée internationale de la presse ou de la communication, NCI vient dans une zone rurale, mais on va dire à 50 km d'Abidjan par exemple, pour faire une émission grandeur nature. L'installation de la bibliothèque n'est pas faite que pour les scolariser. C'est un espace qui devient polyvalent pour tout le monde, où on vient pour apprendre, où on vient découvrir d'autres horizons. Et donc tout le monde a sa place. Donc, imaginez quelqu'un qui vient qui dit tiens, je suis journaliste aujourd'hui, mais j'ai raccroché une année pour aller me payer des études, travailler, payer des études, et puis revenir. Celui qui est à côté, qui a son champ, va se dire tiens, c'est une opportunité pour moi, j'ai un champ, je peux faire quelque chose et puis revenir. Donc, c'est un peu ça. Si vous essayez de penser un peu, aller vers les autres aussi, vers le public. Partage d'expérience. Partage d'expérience, ça sera très bien aussi. Voilà. Il nous reste très peu de temps. Alors, juste pour conclure, peut-être que j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de l'essence, enfin, de l'importance même d'entendre des femmes ou d'entendre la voix des femmes à travers les livres. Est-ce que ça peut permettre de changer un petit peu les mentalités et aider la condition de la femme et la femme à s'émanciper? Oui, ça c'est un gros oui. Parce que de savoir que je suis femme et que voici ma paire. Elle est Aurélie, elle passe à la télé, elle est cinéaste, tout ça. Elle est actrice. Bon, ça, c'est des aspects qui te permettent de dire ah, bon, si elle a pu le faire, je peux le faire. Je peux le faire. Moi, j'ai dans le concept de l'alphabétisation, j'ai une cousine qui n'était pas allée à l'école, qui n'avait pas eu la chance de fréquenter, mais en nous côtoyant, elle a commencé, au départ, elle vendait dans les écoles, genre à la récréation, on vient, on vend les jus, on finit. Bon, en attendant que de partir à la maison, elle restait en classe. Donc, petit à petit, elle suivait les cours au même titre que les élèves. Et la maîtresse a décelé son attention, son goût pour l'apprentissage. Donc, l'année qui a suivi, on l'a inscrite. C'est ça. Ainsi de suite. Et bon, maintenant, aujourd'hui, elle suit des cours à l'INSAC, avec un niveau de 3e. Juste, oui. Très rapidement, mesdames, le mot de la fin. Moi, je dirais que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, il faut permettre aux femmes de se libérer, leur faire la place aussi, parce qu'il faut de tout pour développer un monde. Florence? Moi, j'aimerais plus m'adresser à mes camarades filles, leur demander de plus se focaliser sur leurs études pour celles qui ont eu la chance d'y aller. Parce que l'objectif de leurs parents, c'est qu'elles deviennent de grandes personnes demain. Et si elles font chuter l'objectif de leurs parents, ça devient un désespoir pour eux. Et elle devait plutôt être une fierté au lieu d'être une ruine pour ces parents-là. Très bien dit. Merci en tout cas, et je pense que votre parcours va être très inspirant pour beaucoup de jeunes filles de votre âge. Merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. Vous, depuis chez vous, surtout, ne nous quittez pas. On se retrouve juste après une courte page de pub avec la chronique de Dija, ce qu'on retient. À tout de suite. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. L'émission se poursuit avec la chronique de Dija, ce qu'on retient tout de suite. Alors oui,
oui, aujourd'hui, on va parler d'éducation et de violence policière. Donc, on parlait tout à l'heure de la place des femmes dans l'éducation. Eh bien, la France a décidé aujourd'hui de former un peu plus de 10 000 enseignants de 15 pays d'Afrique subsaharienne, dans lesquels un peu plus de la moitié des élèves vont au secondaire sans savoir ni écrire ni lire. Donc, c'est un peu... beaucoup grave d'ailleurs. Ouais, très grave, oui. Et donc la France vient de créer un centre de formation professionnelle ici à Abidjan qui est abrité par l'un des plus grands établissements français. Voilà, les autorités ivoiriennes ont bien salué cette initiative qui est très bien, qui est la bienvenue. Hein, voilà. Voilà. Et direction maintenant le Kenya, où on parle de violence policière. Donc il faut savoir que l'année dernière, au début du corona, il y a eu un couvre-feu instauré un peu partout en Afrique. Et au Kenya, et des policiers ont pénétré dans un domicile, au domicile de M. Bernard Orenga, en l'accusant de faire de son domicile un bar. Il a été passé à tabac, sa famille, les voisins, tout a été saccagé chez lui. Et donc, il y a eu une enquête, il y a eu des arrestations de 15 officiers de mairie et de policiers. Malheureusement, l'affaire a été classée. On s'attendait à ce qu'il y ait vraiment un dénouement heureux pour les victimes, qu'une fois dans cette vie, les violences policières soient condamnées, que les auteurs soient punis. Mais ça n'a pas été le cas et c'était sans explication. Donc le procureur a juste dit « j'abandonne les poursuites », laissant les avocats, les victimes dans un désarroi complet. On se plaint souvent qu'ailleurs, notamment aux États-Unis, où c'est monnaie courante en France, que les violences policières ne sont pas sanctionnées. Eh bien, c'est aussi le cas en Afrique. Ah oui, c'est aussi le cas en Afrique. Petit moyen d'interpeller nos autorités. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas de suite quand il s'agit de gaffes policières. Mais pour certains, ça ramène un peu le Kenya des années en arrière. Le pays a beaucoup évolué, mais à ce niveau-là, ils ont quand même un petit peu régressé. Et tous ceux qui souhaitaient donc voir ces policiers-là punis pour leur abus de pouvoir, c'est le cas de le dire, ça n'a pas été le cas et c'est bien dommage. Ouais. Et puis comme tu le dis, c'est vrai que c'est malheureusement pas le cas seulement au Kenya, c'est le cas dans d'autres pays africains, dans beaucoup de pays africains. Au Nigeria, on a vu ce qui s'est passé avec Ansars. Voilà. On sait que les procès embarrassants, en général, on préfère... il est passé un petit peu. On n'en parle plus plutôt que de faire de grosses vagues avec. Mais je pense qu'il serait temps de faire des vagues avec ce genre de procès-là. Je pense que c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a ce combat-là depuis peu pour éradiquer, on va dire, les violences policières, surtout sur les Noirs, au Nigeria aussi. Donc, il est temps que maintenant la population... Oui, ça s'exporte de plus en plus en Afrique. Ces violences policières. Après, le combat aux États-Unis, ça fait un petit moment qu'il est là, mais c'est vrai qu'il a été regalvanisé ces derniers mois. Alors, pour revenir à la première actualité dont tu as parlé, je sais que c'est plutôt positif de voir une formation d'enseignants en Afrique, mais encore une fois... Moi, je suis très... En fait, j'ai pas été longue dessus parce que moi-même, je suis un peu embarrassée. C'est embarrassant. Déjà, pourquoi c'est à la France de faire ça? Et puis, en plus, encore une fois, ça va être dans un système français qui va être quelque part biaisé. Et déjà, on a un problème qui est là, c'est que notre système éducatif, dans les pays qui sont d'anciennes colonies françaises, est largement dominé par ce système français, par cette lecture française de l'histoire, par cette narration dont on parlait même durant cette émission, quand on parle de littérature écrite par d'autres. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, après, c'est mieux que rien, mais voilà. Vraiment. C'est totalement dommage. Enfin, on va rester dans le thème de notre émission et cette fois-ci, nous allons parler d'une jeune dame qui a été classée par le projet Africa 39 comme l'une des meilleures écrivains de moins de 40 ans. Elle est blogueuse et également très engagée sur les questions du genre et du féminisme. Je ne vous en dis pas plus. Regardez ce portrait dans le miroir de Edwige René Déo, préparé par Chèque Bleu. Située dans la commune populaire de Yopougon, connue pour son ambiance festive et ses célèbres maquis, c'est en mars que la bibliothèque féministe 1949 ouvre ses portes. 1949, en hommage à l'année où des femmes de Grand Bassam descendent dans la rue pour demander la libération de responsables politiques ivoiriens emprisonnés par les autorités coloniales françaises. Une bibliothèque qu'elle décrit comme un lieu dédié aux écritures féminines de l'Afrique et du monde noir. Ici, tous les ouvrages sont écrits par des femmes africaines et afrodescendantes, une première du genre en Côte d'Ivoire. J'ai voulu savoir ce que les femmes disaient sur elles-mêmes,
disaient sur leur pays, disaient sur leur société. Et ça, c'est venu du fait que, voilà, dans mes recherches, dans mes lectures, j'entendais des choses comme voilà, le père de la littérature nigériane, le père de la littérature ivoirienne, les pères de la négritude. Et je me suis dit, écoutez, ces pères, voilà, il y a eu des pères, mais il y a aussi eu des mères. Et voilà, c'est pour mettre en valeur toutes ces mères-là que l'idée est venue d'avoir une bibliothèque. L'écrivaine prévoit de créer des clubs de lecture pour les plus jeunes. Sa façon à elle de les intéresser davantage aux livres. Sur les murs roses de ce havre de littérature, des photos d'éminentes personnalités et figures féminines noires et africaines. Ici, on a quelques portraits de femmes qui m'inspirent. Il y a Margaret Busby, qui a été la première femme noire en Angleterre à ouvrir une maison d'édition. Et voilà, je vais te montrer le livre dans lequel, l'anthologie dans laquelle j'ai une de mes nouvelles publiées. Et bien sûr, les Amazones du Bénin qui se coupaient le sein gauche afin de mieux manier leurs armes. Dans les étagères de la bibliothèque, de nombreux ouvrages d'auteurs racontant chacune à sa manière son histoire. Jennifer Makumbi, qui est une auteure ougandaise. Et voilà, donc ça c'est Chintu qui parle de ce gars en Ouganda dont la malédiction, à qui on a lancé un sort. Et donc la malédiction suit sa famille pendant 300 ans. Et la famille décide de, comment on appelle, exorciser ce sort-là. Et tu as Binif, parce qu'on a des bouquins en anglais et en français, mais tu as Binif de Lion Gaze, de l'Éthiopienne Maza Mengiste, qui raconte, voilà, et en Éthiopie, pendant la Révolution en 1974. Pour Edwige, la littérature en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier a de beaux jours devant elle, malgré les défis qui restent considérables. En Côte d'Ivoire, la chaîne est très très courte. Donc la chaîne, c'est l'écrivain, soit la maison d'édition, l'écrivain, la maison d'édition et le libraire. Donc tout ce qu'il y a au milieu de cette chaîne, on a besoin de blogueurs littéraires qui soient pertinents, on a besoin de bibliothèques, on a besoin que les livres soient là ouverts, on a besoin de festivals, on a besoin de distribution, d'accord? Quand un livre est édité au Ghana, ou bien en Guinée ou au Mali, c'est très difficile pour moi, assise en Côte d'Ivoire, ici, à 2 pas de ces gens-là, de me procurer ce livre. Je commande un livre aujourd'hui en France ou en Angleterre, il m'arrive plus vite qu'un livre ici. Depuis le début de l'aventure, l'objectif d'Edwige est resté le même. Faire connaître le talent et le potentiel d'écrivaines africaines et afrodescendantes. Des auteurs dont les voix et les histoires ont trop souvent été occultées. Voilà, comme on l'entend dans la chute de ce portrait, vraiment beaucoup de femmes avec des histoires intéressantes ont été invisibles pendant des siècles et enfin on commence à entendre ces histoires et c'est bien. Et d'autant plus que c'est une bibliothèque où il n'y a que des livres d'auteurs féminines. Franchement, c'est super génial, quoi. C'est une belle initiative. Moi, j'espère pour elle en tout cas que ça va se répandre, qu'elle va, on va dire, développer cette bibliothèque un peu partout, comme on disait tout à l'heure, même dans les zones rurales, parce que ce sont toutes ces dames, toutes ces écrivaines, on va dire, elles sont inspirantes. Que ce soit Michelle Obama, même de Marguerite Aboué ici. Franchement, je salue vraiment cette initiative. Et il y a de plus en plus de bibliothèques aussi à Abidjan. Je trouve que c'est très bien. J'étais ce week-end au musée Adama Tongara à Bobo et il y a une bibliothèque à l'intérieur qui est très bien fournie. Notamment, ils ne reçoivent que des dons. En livre, mais c'est vraiment que c'est fourni à 80% déjà et c'est très bien. Il y avait des jeunes qui lisaient, qui faisaient leurs devoirs. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. Oui. Ils sont allés jusqu'à Bobo pour lire. Peut-être qu'ils étaient de là-bas. Peut-être qu'ils sont de la commune. Oui. Mais c'est vrai que moi, la question d'avoir une bibliothèque exclusivement féminine, c'est-à-dire qui n'accueille que des livres et des ouvrages féminins, pour moi, c'est important. Oui. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui vont te dire mais pourquoi, quelque part, c'est un peu exclusif, c'est pas inclusif, ça n'inclut pas les hommes. Mais je pense qu'il y a... Parce qu'on n'est pas assez représenté, tout simplement. Oui, tout simplement. Et puis, il y a un retard à rattraper, dû à l'écosystème qui n'était pas favorable aux femmes. Et je pense qu'il faut mettre en valeur ces personnalités, ces auteurs, et ces auteurs, surtout, de tout ce qui est, comment on appelle
appelle ça en anglais, c'est le Black transatlantique, c'est-à-dire toutes les auteurs africaines et afrodescendantes, parce qu'il y a tellement d'expériences communes. Et souvent, on oublie que les Noires américaines qui écrivent très bien aujourd'hui, c'était des anciennes esclaves et des africaines, et beaucoup d'expériences communes, en fait. Et j'encourage, moi aussi, ce type de... Oui, moi, je trouve ça franchement Et le fait qu'ils curent autant, tu vas avoir Maya Angelou, tu vas avoir Michelle Obama, tu vas avoir Chimamanda ou Mariam Abbas, c'est bien d'avoir ce type de mélange. Oui, que les jeunes filles puissent s'inspirer, même si ce n'est pas d'auteurs ivoiriennes, que ce soit de l'Afrique ou même des États-Unis. Franchement, c'est top. Puis les expériences des femmes noires, de par le monde, je pense, sont assez similaires et assez intéressantes. Voilà. Écoutez les filles, on va continuer à discuter de tous ces sujets juste après une courte page de pub. L'émission Les femmes d'ici, ça continue dans quelques instants. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la toute dernière partie de ce numéro des femmes d'ici sur NCI. Aurélie, on parle de quoi à présent? Alors, on va parler de nos coups de cœur et de nos coups de gueule sur l'actualité du moment. C'est dans le Ça crush ou ça clash tout de suite. Alors pour moi, c'est un clash aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'il y a 1 an, Kobe Bryant est mort dans un crash d'hélicoptère avec sa fille. Et il y a quelques jours, le rapport d'expertise est sorti. Il s'agissait d'une erreur du pilote qui, selon ce rapport, a été désorienté par le brouillard. Une fois désorienté, le pilote n'a apparemment pas utilisé les instruments de l'avion. Il ne les a pas compris ou n'a pas du tout fait confiance au point de penser qu'il sortait d'un nuage alors qu'il était dans un brouillard et qui partait droit vers le sol. Malheureusement, le résultat est sorti et bon, ça ne ramènera pas Kobe Bryant, mais pour moi, c'est quelque chose déjà... C'est un basketteur qu'on aimait tous et c'est un gros clash que ce pilote n'ait pas quand même eu le temps de suivre les instructions. Pourquoi avoir suivi son intuition? Je n'ai pas compris. Et puis, bon, c'est vrai que c'était tellement tragique, cette histoire. On rappelle qu'il n'y avait pas que Kobe Bryant dans il y avait sa fille, il y avait d'autres personnes. Dans cet hélicoptère, déjà, il a perdu sa fille, qui avait, 14-15 ans, Gianna. Et puis, d'autres personnes, évidemment, qui ont aussi perdu la vie, donc dramatique. Ouais. C'est délicat, et s'il y a un processus à suivre, il faut juste le suivre. Il faut le suivre, oui. C'est dommage, le pilote y est resté aussi, mais bon, on aurait pu se passer de ça, quoi. Oui, vraiment. Oui. Bon, quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est très tragique ce qui s'est passé. Et puis, on trouve ça... On ne peut pas trop débattre. Hein. C'est un clash, effectivement. Clash. En ce qui me concerne, je vais plutôt parler d'un crush. Alors, je sais qu'en Afrique, on n'en parle pas beaucoup, mais en ce moment, on est en plein Black History Month. Donc, c'est le mois des Noirs aux États-Unis. Et alors... Même si, encore une fois, je le disais tout à l'heure, on a tendance à faire un peu cette distinction qui est légitime entre nous, qui sommes africains du continent, et afrodescendants américains qui ont vécu une histoire complètement différente de la nôtre depuis qu'ils ont été embarqués dans ces bateaux pour devenir esclaves. Il y a quand même beaucoup d'histoires communes. Et surtout, leurs ancêtres, eh bien, c'est... nos ancêtres aussi, n'est-ce pas? Et en fait, moi, je profite un petit peu de ce Black History Month où il y a beaucoup d'articles qui sont écrits sur d'anciens esclaves qui étaient des personnes assez impressionnantes. Et j'en ai relevé une en particulier qui m'a marquée, que j'ai lue dans un article dans un magazine aujourd'hui, qui parlait donc d'un génie qui était esclave, un génie des mathématiques, qui ne savait pas lire, qui s'appelait Thomas Fuller, qui était appelé le calculateur génie de Virginie, et qui était parti, pour la petite histoire, de ce qui correspondrait aujourd'hui au Bénin et au Libéria, donc entre les deux, donc un ancien du Dahomey. Et il a été emmené de sa terre natale vers la Virginie, où il était esclave pendant des années, jusqu'à ce que ses maîtres se rendent compte qu'il avait une intelligence, surtout autodidacte, cette capacité à calculer des chiffres et à vraiment tout résoudre comme type de problème mathématique, jusqu'à ce qu'il finalement décide de l'émanciper, de la franchir. Et donc c'était un des pionniers un petit peu des mathématiques autodidactes dans la communauté noire aux États-Unis. Et donc c'est mon petit crush, et surtout mon crush pour moi ça me permet de vous dire, intéressez-vous au Black History Month. Il y a de très belles histoires qui sont racontées en ce moment sur ces personnes qui ont été esclaves et qui n'ont pas été que des victimes, mais aussi parfois des héros. Ils sont nombreux, ils sont assez nombreux, et voilà. Donc du coup, oui, je vais m'y intéresser, je vais aller lire tout à l'heure. Alors moi, j'ai un clash qui est un peu particulier. Je ne sais pas si c'est du racisme
ou de la démence, mais il y a une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours d'une vieille dame qui crache sur son employé qui est noir. Donc une vieille dame blanche qui crache sur son employé qui est noir. Aux États-Unis. Aux États-Unis. C'est vraiment une dame qui est très âgée. C'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est du racisme ou de la démence? J'en ai parlé à plusieurs personnes, avec des copines, on a regardé la vidéo et certaines ont attiré mon attention sur le fait que, mais est-ce que c'est pas une vieille folle en fait? Parce que comment ça te prend? C'est vrai qu'on parle beaucoup de racisme, on sait que le racisme existe et qu'il est bien présent encore aujourd'hui, mais de le voir comme ça aussi violemment, c'est dans une vidéo, en image. Et ce qui m'a le plus touchée, moi, c'est le sang-froid de cette femme-là qui n'a pas bougé, qui n'a pas tapé, qui n'a rien fait. Moi, je ne sais pas si j'aurais été Elle a bien fait de réagir comme ça, parce qu'elle aurait perdu sa raison, malheureusement. Mais raison de quoi? On ne va rien faire à cette vieille dame, on est d'accord? Non, oui, mais bon, c'est un clash, hein, c'est sûr. Après, je pense que si c'est pas de la démence, je pense qu'en réalité, c'était du racisme enfoui. Et comme elle est vieille... La folie a fait qu'elle a profité. Moi, juste par prudence, je pense qu'effectivement, c'est très possible qu'il s'agisse de racisme. Une personne âgée, blanche, je ne sais pas c'est dans quel état des États-Unis, c'est possible, c'est plausible, disons. Mais c'est vrai que c'est une personne âgée, c'est possible que ce soit de la démence. Moi, j'ai déjà fait l'expérience d'une personne âgée qui insultait de manière vraiment, pour le coup, sans discrimination aucune, tout le monde, enfin, nous, voilà, sa famille, comment dire, les personnes qui travaillent pour elle, juste parce que voilà, tu perds un peu la tête, que ce soit des patients qui ont Alzheimer ou Parkinson. Donc, disons que juste comme je ne suis pas sûre, et comme ça, je veux dire no comment. Comme par hasard, ça tombe sur une noire. Oui, mais comme par hasard, oui, bien sûr. Donc pour moi, c'est un clash. On n'a pas plus d'informations que ça pour moi. Pas encore. D'accord. On n'a pas. Je suis sûre que dans quelques jours, ça va savoir. Oui, on va finir par savoir si c'était vraiment du racisme. Mais beaucoup d'influenceurs se sont penchés sur la question en disant oui, ça aurait été si la dame avait répondu, elle allait tout de suite dire Hungry Black Woman. Les femmes noires sont tout le temps en train de faire la force, la bagarre. Bien sûr, elle a très bien fait de parler. Et elle a été très digne et très responsable aussi. Parce que c'est vrai que si peut-être elle s'en était prise à la femme dans si elle cédait à sa frustration, on ne sait pas, tu vois, c'est quand même une personne âgée. Bien. Didja. Non, Didja. Tu l'aurais pas fait, je suis sûre. Là, tu le dis comme ça, mais tu l'aurais pas fait. Elle a quoi, cette dame, 80? Un peu plus, elle est vraiment vieille. Et tu vois, elle mâche un truc et tu vois, elle vient devant, elle fait... Non, j'avoue, ça rend fou. C'est un peu choquant quand même. Ça rend fou, on est d'accord. Bon, écoutez les filles, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va s'arrêter là. C'était le petit clash de la semaine. Et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On se retrouve demain, même heure, même plateau, sur NCI. À demain, je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir.